passer à notre panel de discussion avec les panélistes suivants. Donc, Nadia Nafi, Simon Coulombe, Geneviève David, Simon Courtemanche et Dominique Martin. Donc, je vous invite à venir à l'avant, prendre le siège et je vais vous présenter. Le tout sera animé par Antoine Boudreau-Leblanc, désolé Antoine, qui est docteur en bioéthique et chercheur postdoctoral à l'Université McGill et au MILA avec la communauté de la neuroscience et de la santé mentale. Donc, je vous présente nos panélistes. Pardon? Nadia n'est pas là. D'accord. Donc, Nadia est absente. Désolée, je n'ai pas eu le mémo. Je présente donc, je commence avec Geneviève David, qui est directrice du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public du Centre de recherche du CHUM. Simon Coulombe, qui est professeur agrégé au département de relations industrielles de l'Université Laval et titulaire de la chaire de recherche relief en santé mentale, autogestion et travail. Ensuite, nous avons Simon Courtemanche, conseiller à la participation citoyenne et au savoir expérientiel pour la direction des services en santé mentale, volet jeunesse au ministère 3S. Et Dominique Martin, professeur d'éthique à l'École des sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal. Alors, Antoine, c'est à toi. Oui, bonjour. Okay, oui, le micro marche, tout fonctionne. Je suis content d'être parmi vous en cette fin de journée, fin de colloque. C'est quand même un très bel honneur que de pouvoir clore, essayer de faire une synthèse. Donc, on est à 4 têtes plus 1 à essayer de vous wrapper up, hein, comme on dit en anglais, tout le beau contenu qu'on a eu durant le congrès. Essentiellement, durant les 2 jours, une des images qui m'a marqué d'une certaine manière, qui a suivi mon parcours, ça a été, puis je vais vous la partager parce que je pense que ça exprime un petit peu bien en synthèse c'est quoi qu'on vit avec l'intelligence artificielle, c'est la pointe d'un iceberg. Donc, j'ai l'impression qu'on est en train de voir, puis on a décrit ça dans la première journée, beaucoup là, de promesses. Il y a une vraie belle pipite, là, on s'entend, là, on est au cœur d'un océan avec beaucoup de problèmes, c'est en tempête, c'est tempestueux, il y a beaucoup d'enjeux. Puis là, on voit peut-être un petit îlot en plein milieu de l'océan. Reste qu'on sait que sous l'eau, il y a un mastodonte, il y a un gros cube, mais là différemment, un autre cube. Puis la coupe, on ne sait pas exactement comment, puis on ne sait pas comment on peut s'approcher de ce petit point de l'iceberg. Grosso modo, donc, j'ai l'impression qu'avec mes panélistes, on va essayer d'aider à essayer d'anticiper. On a fait un exercice de prospective ce matin. On va essayer d'approcher ce cube-là, cette incertitude qu'on a autour de l'intelligence artificielle. Donc, trêve de parole, parce que ce n'est pas moi qui est important là-dessus, c'est mes panélistes. Et je vais les laisser se présenter. Donc, vous avez eu une petite présentation, mais l'angle d'attaque ou certains points de leur argumentaire qu'ils veulent mettre de l'avant, un petit 30 secondes chacun. Après ça, on aura 2 questions, donc 2 itérations de questions. On va essayer d'échanger entre nous pour en arriver vers le mot de clôture à la fin. Donc, je laisse la parole à monsieur. Oui, bien, bonjour tout le monde. Il y en a certains d'entre vous, je crois, que j'ai vu hier aussi. Donc, je m'appelle Dominique Martin. Comme on l'a dit, je suis professeur à l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, et je suis un philosophe de formation. Là. Je ne sais pas si ça me sauve un peu à vos yeux, ou je blague évidemment, mais où je fais de l'éthique, en fait, de l'éthique de l'intelligence artificielle, mais aussi de l'éthique des affaires, éthique économique, en fait. Et là, donc, qu'est-ce que tu voulais? Tu voulais déjà qu'on lance quelques idées, quelques arguments? Non, c'est beau. Je veux juste que les protagonistes de l'histoire, peut-être qu'il y a des gens parmi nous là, qui nous joignent puis qui ne t'ont pas vu hier. Donc, pour Simon. Simon, je suis professeur en relations industrielles, formé en psychologie communautaire. Donc, c'est un profil un peu hétéroclite, là, mon truc, mais... Donc, je m'intéresse beaucoup à la promotion de la santé mentale, au soutien en santé mentale pour les travailleurs, notamment dans les milieux de travail. Puis par rapport à l'IA, plutôt toute la question des applications mobiles en santé mentale, mieux-être, bien-être, qui ont la cote, là, ou en tout cas, ils ont eu la cote, continuent à avoir la cote, mais ça varie
dans les milieux de travail aussi. Donc, j'arrive avec, je pense, la perspective un peu plus peut-être santé mentale aussi. Puis des fois, la perspective un peu plus aussi promotion, prévention, pas nécessairement curatif. Là. Voilà. Pour Geneviève? Parfait. Bonjour, merci. Geneviève David, en fait, je suis ici un peu à titre de plusieurs chapeaux. On m'a présenté effectivement directrice du Centre d'excellence sur le partenariat avec les patients et le public, mais je suis également étudiante au doctorat et je m'intéresse à la prise de décision justement des gestionnaires en santé, puis qu'est-ce que ça change, tout cet avènement des transformations numériques, l'intelligence artificielle. Puis aussi, ben, je suis patiente, en fait, là, depuis l'âge de 12 ans. J'utilise nos bons systèmes de santé qui sont en constante évolution. Fait que moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est vraiment cette relation-là du citoyen. Dans notre cas, c'est davantage peut-être le patient, mais cette relation du citoyen avec les services publics, en fait, comment ça évolue avec toute bref, l'arrivée, les transformations numériques, l'intelligence artificielle. Fait que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Et pour Simon? Oui, pour ma part, Simon Courtemanche, je suis ici à titre de patient partenaire et non dans mon rôle du ministère de la Santé, ce qui me donne un pouvoir de parole aussi beaucoup plus grand. Donc, une petite rectification que je dois faire aussi, je ne parle pas au nom du ministère de la Santé, mais je suis vraiment là comme patient partenaire pour le Centre d'excellence. Puis, une des choses qui m'intéresse, en fait, c'est beaucoup de ramener l'être humain puis les personnes concernées à l'intérieur du développement des intelligences artificielles au niveau de la santé, puis de ramener cette perspective-là. Parfait. Donc, maintenant, on connaît nos protagonistes de l'histoire. Commençons avec les questions. Puis, essentiellement, là, ce que je m'attends comme réponse, c'est peut-être un oui ou un non, si c'est possible. Quelque chose de court, mais quand même, avec peut-être un pourquoi oui, pourquoi non. Toujours court. Et ce qui pourrait être intéressant, c'est même de s'autoriser à prendre un angle. Vous êtes tous impliqué dans la chose. Vous êtes à l'intérieur du système de santé, bon, de base comme citoyen, mais même peut-être un peu plus. Comme chercheur, vous allez avoir probablement un rôle, une capacité, une influence sur les questions qui vont suivre. Donc, ça pourrait être intéressant aussi d'avoir cet angle-là un petit peu engagé, un petit peu de conclusion, d'espoir sur le fait qu'on est capable de faire peut-être changer les choses ou peut-être prendre une bouchée de ce mastodonte qui est sous l'eau. Première question concerne l'éducation. Donc, on va essayer de parler au nom, de mettre, on va dire, Nadia, qui n'est pas là pour l'instant, à l'intérieur de la conversation. Donc, la question fort simple, mais quand même complexe derrière. L'IA fait son entrée en éducation et vers la formation des professionnels également. Doit-on accélérer cette adoption? Oui ou non? Ça peut être aussi un... Toi, tu étais supposé de répondre oui ou non rapidement. Là, non. Allez hop, Dominique commence. Est-ce que tu veux un pourquoi ou tu veux juste un non? Un non, mais un peu pourquoi. Un peu de pourquoi? OK. Puis ton rôle là-dedans, peut-être l'influence. Si c'est un non, ça veut dire que ça devrait décélérer. Donc, si ça décélère... Oui, moi je le dis depuis 10 ou 15 ans, là, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'IA. Ça fait une bonne dizaine d'années, en fait. Mais donc, on fait tout beaucoup trop vite. Pourquoi on le fait beaucoup trop vite? Bien, pour toutes sortes de raisons. Là, pour les bonnes raisons parfois, parce qu'on est enthousiaste aussi, parce que la technologie nous promet des choses absolument incroyables. Mais aussi parce qu'il y a une pression de toute une industrie, là, de la haute technologie, puis médicale aussi, là, qui dans le fond, à travers son modèle d'affaires, a besoin que tout ça se passe excessivement vite pour toujours être les premiers, en fait, puis créer le plus de valeur possible pour les actionnaires, ce genre de choses-là. Là, je mets plein de trucs ensemble dans ma réponse, excusez-moi. Mais ça fait en sorte qu'on va beaucoup trop vite dans notre développement et l'adoption de l'IA. Et maintenant, en plus, l'IA est de plus en plus, est presque exclusivement développée dans des entreprises privées. Les modèles à la frontière, le modèle fondationnel, ils ne sont plus du tout dans les universités. C'est plus les chercheurs qui les développent. Ça, c'est un résultat aussi de cette pression-là, aller toujours plus vite. Donc, non, il faudrait aller beaucoup plus lentement, selon moi. Face à la grandeur d'un problème, souvent, on a tendance à essayer de donner une réponse rapide. Mais des fois, c'est peut-être pas la bonne solution. À toi, Simon? Bien, j'interprète peut-être la question un peu différemment. Moi, je ne suis pas pour nécessairement l'accélération des développements IA, mais je suis pour peut-être l'accélération de l'intégration de contenu par rapport à ça dans les programmes de formation. Dans le sens où je pense ça évolue tellement vite socialement présentement que
c'est vrai que je trouve que c'est étrange des fois à quel point dans les programmes de formation, puis là, moi j'enseigne plus en gestion des ressources humaines qu'auprès de gestionnaires en santé, mais je trouve que, tu sais, même juste ChatGPT, il n'y a pas grand monde dans ma classe qui savent vraiment les risques, les dangers, les meilleures pratiques, etc. Donc je suis pour qu'il y ait plus d'éducation autour de ça, considérant que ça évolue super vite. Mais à quel point je suis pour nécessairement l'accélération sans qu'on se questionne davantage du développement des technologies, je serais plutôt contre. Mais pas nécessairement la décélération, par contre, je suis un petit peu plus neutre. Okay, ça, si je comprends bien, il y a des choses qui vont vite puis qu'on ne contrôle pas. Mais ce qu'on contrôle, par contre, on devrait accélérer. Ouais. Geneviève? Oui, moi, je serais un petit peu entre les deux, là, parce qu'effectivement, la question, c'est... il y a un truc autour du temps, là, effectivement. Là, je sens qu'il y a un petit nœud ici là, autour du temps. Il y a l'accélération, puis effectivement, bon, je lancerai vers des philosophes là, qui s'intéressent à ça plus particulièrement. Là, mais en fait, je vais rebondir un peu sur ce que tu viens de dire. Tu sais, effectivement, la formation, mais moi, ce serait une formation davantage critique, pas nécessairement à l'utilisation, oui, peut-être, parce que c'est pas trop, selon moi, c'est pas si compliqué, là, surtout ChatGPT est assez simple, là. Puis ça se voulait comme ça, je pense aussi, mais c'est d'être critique, effectivement. Comment je l'utilise, comment je me fie à ces informations-là, comment elles sont générées aussi, ils vont les chercher où, etc. Fait que je suis peut-être plus dans cette critique-là, puis bon, là, je vais aller vers peut-être le citoyen, parce que là, on était beaucoup dans les formations des professionnels, puis je vais t'en laisser du stock si tu veux en dire. Mais c'est ça, c'est d'être, OK, oui, de former les professionnels, mais également les citoyens. Pour ma part, ça rejoint un peu ce que Simon et Geneviève ont dit, mais je rajouterais de l'angle au niveau de l'accélération de la formation, mais c'est plus une adaptation des formations qui sont déjà existantes sur l'évolution du rôle de chaque profession, parce que chaque profession va changer drastiquement avec l'arrivée des nouvelles technologies, mais en intégrant l'optique que les patients vont utiliser ces outils-là, puis que les professionnels vont devoir avoir une réponse qui est appropriée à l'utilisation des patients de ces outils-là, qui vont arriver avec des connaissances qu'il n'y avait pas avant, qui vont pouvoir challenger sur certains niveaux les différents professionnels, puis leur formation devrait intégrer ça le plus rapidement possible, parce que c'est déjà le cas, puis ça fait déjà des clashs entre des professionnels puis des patients, puis ça rend plus difficile aussi les interactions qui étaient déjà pas tout le temps évidentes. Quand on a un bon médecin, un bon psychologue ou un bon travailleur social, on est content quand que le match est présent, mais c'est pas tout le temps le cas. Fait que ça serait ça ma réponse. Ouais, vous me semblez quand même partager une certaine cohérence dans vos réponses, au sens que les choses vont vite, et vu que ça va vite, ça complique encore plus notre capacité à dénouer qu'est-ce qui est en train de se passer dans ce moment. Je ne sais pas, peut-être, Dominique, veux-tu peut-être rapprofondir ou changer non, mais moi, j'avais plutôt interprété la question comme accélérer l'usage de la technologie dans le domaine médical, mais après ça, on a parlé de enseigner, en fait, peut-être développer le sens critique, et là, je suis 100% d'accord, évidemment, avec les réponses qui ont été données. Là, je pense que c'est très, très, très important de le faire. Mais non, je continue à penser que la pression pour accélérer l'usage de la technologie, il ne faudrait pas accélérer, en fait, ou augmenter davantage la pression pour utiliser la technologie dans le monde médical, pour les raisons que je l'ai dit. Maintenant, enseigner dans les cours le sens critique, bien comprendre la technologie, la littératie numérique, ce genre de choses-là, oui, tout à fait, là, ça me semble vraiment important. Mais si on s'autorise, on va revenir un petit peu sur ma question, dans le sens qu'il reste, on a quand même beaucoup d'enjeux dans le système de la santé, dans notre société en général, si on sort de la santé aussi. On est dans des sociétés avec beaucoup d'individus, avec maintenant beaucoup de spécialisation, beaucoup de nuances, beaucoup de mesures, hein, les données qu'on prend sur les patients, mais en société en tant que telle, c'est incommensurable, si on veut utiliser un grand mot. Donc, on a besoin quand même de solutions. Peut-être pas accélérer l'intelligence artificielle, mais c'est quoi qui va répondre à ces enjeux-là si on n'accélère pas l'intelligence artificielle? Y a-t-il quand même une certaine accélération correcte de l'intelligence artificielle, ou du moins une certaine vitesse intéressante pour régler ces problèmes-là? Je pense que je ne vais pas répondre directement à ta question, mais je pense que accélérer
les nouvelles technologies, sans que ce soit nécessairement uniquement l'intelligence artificielle dans les services, est quelque chose qui est nécessaire. Avant qu'on mette même l'intelligence artificielle dans le portrait, il y a plein de nouvelles technologies qui ne sont pas utilisées dans le réseau de la santé. Puis ça, c'est pas une nouvelle technologie, puis c'est une problématique dans des services qu'on met en place qui sont à heure ouverte, puis c'est des services pour les 12 à 25 ans. Juste le fait d'ajouter des cellulaires, puis que les intervenants puissent communiquer avec les jeunes par cellulaire pour booker des rencontres, ça a été une avancée. Un cellulaire, c'est pas une nouvelle technologie. Fait que si on peut juste adopter les technologies existantes puis les nouvelles technologies, ça va inclure éventuellement l'intelligence artificielle, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire même avant pour se mettre à niveau. On dirait que puis là, je sais qu'on est dans une journée sur l'IA, là, fait que ça m'intéresse en soi, l'IA. Il ne faut pas mal le prendre ce que je veux dire, mais on dirait quand même que le postulat dans la question que la solution à ces enjeux-là va investir dans le développement de l'IA ou des technologies, ce genre de technologies-là, est vraiment la meilleure piste pour trouver la solution. Alors que je pense que ça peut être un outil parmi d'autres. On sait que le système de santé, en partie, puis je parle plus des fois, peut-être plus santé mentale, ce que je connais aussi, puis santé en général, c'est une des facteurs en jeu, c'est beaucoup le manque d'accent sur la prévention. Les inégalités sociales de santé, que si on améliorait les milieux de vie, etc., on aurait moins de monde qui aurait besoin d'aller, aussi toutes les politiques sociales, etc. Puis bon, probablement que l'IA peut aussi intervenir à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a quand même tout un travail à faire pour aussi valoriser des technologies sociales aussi, je dirais. Au-delà des technologies numériques ou digitales, il y a plein de nouvelles innovations sociales, façons de faire, travailler avec les communautés qui sont aussi valables et intéressantes. Mais bon, cela dit, je pense qu'il y a quand même l'importance d'explorer ce que les nouvelles technologies peuvent offrir. Mais je trouve que personnellement, moi, où j'ai un enjeu, puis après je vais laisser mes collègues parler, c'est qu'il y a comme, je trouve, des tensions, mettons nous en santé plus mentale, c'est comme une avancée qu'il y a eu dans les dernières décennies, là, de dire on va donner plus d'empowerment à la personne, on va arrêter de la voir comme un trouble de santé mentale, on va essayer de voir la personne de façon holistique, développer son pouvoir d'agir, etc. Puis là, de dire, maintenant, on va tout mesurer avec des capteurs, puis quelque chose de digital, tout va être prédit, puis il y a quand même un paradoxe, c'est quasiment un peu une perte d'agentivité puis d'empowerment qui va un peu à l'inverse de certains progrès qu'on a peut-être vus dans les dernières décennies. Bon, là, je mets à l'extrême, je pense qu'il y a des façons de conjuguer tout ça, mais voilà. Une idée de techno-solutionniste qu'on devrait remettre en question, à savoir si c'est toujours la solution priorisée. Après les ateliers qu'on a faits, que tu as aidé à coordonner, ça nous a permis de remettre en question un petit peu cette idée-là. Oui, Geneviève? Oui, en fait, j'entends ce que les collègues mentionnent, puis je rajouterais que, en fait, je pense que c'est intéressant, effectivement, l'utilisation de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies ou les anciennes technologies, parce qu'il y a beaucoup de soins qui se passent aussi à la maison. Il y en a dans nos hôpitaux, il y en a dans nos cliniques, dans nos organismes communautaires, soins et services sociaux. Mais il y en a beaucoup de soins qui se passent également à la maison. Fait qu'est-ce que ces technologies-là ou l'intelligence artificielle peut permettre un meilleur soin à la maison, une autogestion, par exemple, de la maladie, un certain empowerment, malgré qu'effectivement, ça peut en enlever un aussi. Là. Mais bref, essayons de voir ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible? Puis moi, je le vois beaucoup, effectivement, dans le soin, par exemple, à la maison. Et est-ce que ça peut aider la relation avec le professionnel de la santé, justement, entre les moments, parce qu'on s'entend qu'un patient ne voit pas toutes les semaines son professionnel. Là. Souvent, ça se résume à quelques heures par année, malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'on peut capitaliser, en fait, sur ce temps-là que le patient ait à se gérer sa maladie, finalement? Là. Fait que s'il peut avoir un soutien technologique, si la personne sait ce qu'elle veut, tant mieux. Effectivement, 100% là-dedans. Puis le rapport au temps, en fait, j'ai peur que
les GAFAM, de par leur technologie, nous imposent un rythme. C'est-à-dire, on est de plus en plus rapide, en fait, avec la technologie. Tu sais, mettons, on a une réponse, avant, on allait voir dans ce dictionnaire pour trouver des choses. Maintenant, avec peu importe la technologie, c'est hyper rapide, ce qu'on n'aurait jamais pu faire avant, d'aller chercher autant de connaissances rapidement. Puis je me dis, est-ce que ça impose un certain rythme à l'humain qui n'est pas, entre guillemets, naturel ou qui est justement imposé d'une certaine manière, puis qu'on essaie de copier cette technologie-là, en tout cas le rythme de cette technologie-là. Fait que parfois, c'est une crainte que j'ai, que le patient soit un peu dans ce feu roulant d'informations, de rythme qui est imposé par les technologies. Fait que c'est ça, j'aimerais ça qu'on reste critique par rapport à ça, de dire, OK, est-ce qu'on fait un pas en arrière, puis c'est quoi notre rythme, la synchronicité aussi les professionnels avec les patients, etc., qu'on devrait avoir, qui est propre à une situation donnée et non imposée. Oui, ça, j'entends un petit peu d'un côté une certaine perte de savoir-faire là, possible ou un certain naturel. Donc, clairement, puis ça m'amène très, très, très bien à ma deuxième question, là, c'est que tu es en train de proposer, là, d'expliciter au fait que, en fait, on est patient, pas juste qu'on est dans le cabinet du médecin, là, on est aussi patient par rapport à nous-mêmes. Puis au niveau du politique, on a entendu récemment la proposition d'un médecin par citoyen québécois, un médecin par patient ou par personne au Québec. Et là, tu pousses l'idée au fait que le médecin devrait sortir du cabinet, être en fait omnipotent et omniprésent. Dans cette réalité-là, dans cette perspective-là, on peut se poser la question à savoir, est-ce que l'IA, l'intelligence artificielle, mis au service donc de cette infrastructure-là ou de ce désir-là, permettrait effectivement de réduire un certain fardeau sur les professionnels soignants, sur les patients, mais voire aussi sur la société. On parle des établissements de soins, du triage, etc., etc. Donc, si on veut prolonger les soins, pour reformuler ma question, est-ce que l'IA devient nécessaire? Est-ce qu'elle permet de retirer un fardeau? Ou, la question qui est cachée d'une certaine manière, est-ce qu'elle rajoute un certain fardeau? Donc, encore, mes questions, oui, non. Il n'y a pas de peut-être ici. Et pourquoi surtout? Et le rôle, comment on peut réussir, si oui ou non? Si c'est oui, pas besoin d'avoir un rôle, les choses vont faire tout seul. Mais si c'est non, comment qu'on réussit à agir là-dedans? Donc, c'est quoi la question à laquelle on répond oui ou non, finalement? Il y avait 3 questions dedans. Là. Oui, c'est ça. Essentiellement, est-ce que l'intelligence artificielle, si on l'introduit pour réussir à faire en sorte que le service de soins peut être prolongé, est-ce qu'on réduit un certain fardeau sur les épaules de quelqu'un, par exemple les professionnels de soins, les patients, la société, ou en fait on augmente ce fardeau-là? Moi, je suis pas certain. Si je peux me permettre de répondre, je ne suis pas certain qu'on le réduit. Premièrement, je crois que l'IA peut aider à améliorer la santé, les soins, les traitements qu'on fournit, la technologie de manière générale aussi. Là. Donc, je pense qu'il peut y avoir plein de retombées positives. Maintenant, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se traduire dans une réduction du fardeau pour le personnel soignant. Ça va simplement peut-être nous permettre d'offrir de meilleurs soins, mais avec la même quantité quand même de ressources et d'énergie humaine. Je ne suis pas un spécialiste du système de santé, là, puis il y a des gens dont c'est la spécialité. Là, ils ont travaillé toute leur vie sur ces questions-là. Donc, j'imagine que c'est un peu simpliste, là, mes réflexions sur le sujet. Mais ma compréhension de la situation actuelle puis la difficulté du système à fournir les soins au moment qu'on voudrait, de la manière qu'on voudrait, vient de toutes sortes de problèmes, mais notamment de l'augmentation des coûts de traitement et des choses comme ça. Et pour que la technologie permette réellement de réduire ces coûts-là, il faudrait qu'elle remplisse les plus grandes promesses qu'on n'a jamais faites sur ces retombées possibles. Ce n'est pas entièrement clair aujourd'hui là, où sont là, les usages et les applications de l'IA dans le système de la santé. Quand on commence à les chercher, bon, il y a plein de projets, il y a plein d'idées, il y a plein de demandes de subventions, ce genre de choses-là. Mais c'est vraiment pas si facile que ça de les trouver, là, des cas où on a implanté l'IA à grande échelle là, et que là, finalement, ça a vraiment réduit les coûts et tout.
parfois l'exemple, parce qu'on en parlait un peu avant la table ronde, là, puis je vais terminer avec ça, mais on parlait des applications qui permettent aux médecins, par exemple, de prendre des notes automatiquement et ça va réduire le temps, en fait, qu'ils consacrent à prendre les notes, parce que quand on fait le suivi d'un patient, c'est important. Donc, c'est quand même important, à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de temps qui est consacré dans la journée là, d'un spécialiste à faire ce genre de choses-là. Donc, c'est très intéressant, super prometteur, mais ça reste quand même minime. On est vraiment loin là, du Watson automatisé qui nous fournit un diagnostic médical ou du robot là, qui va enlever une appendice là, automatiquement avec juste le médecin qui regarde en arrière pour être certain que tout est correct. Là. Donc, il faut faire attention, je pense, là, quels sont les usages aujourd'hui là, de la technologie. Oui, puis pendant que tu parlais, ça me faisait penser aussi à ta présentation hier. Il y a un certain fardeau d'implanter l'intelligence artificielle qu'on ne voit pas. Donc, on va dire un mastodonte sous la pointe du iceberg. Exact. Donc, si on introduit l'intelligence artificielle, il faut qu'on introduise des audits, il faut qu'on le vérifie, des choses qu'on n'avait pas à faire si l'intelligence artificielle n'était pas là. Donc, il y a un fardeau à un certain point qui se rajoute aussi. Simon? Pour moi, je pense que là, c'est mon petit côté relation industrielle qui va ressortir, là, mais pour moi, un enjeu que je vois, c'est que, mettons, en termes d'accessibilité aux soins, de rendre les services peut-être de meilleure qualité, plus accessibles, je pense qu'il y a un potentiel, clairement. Mais je me demande si l'introduction de ces technologies-là ne va pas aussi créer toujours plus une intensification du travail chez les professionnels de la santé, qui, on le sait, est aussi associé à des difficultés de santé mentale ou bien-être amoindri. Puis, bon, si on regarde les soins ensemble, je pense que c'est le quadruple aim ou quelque chose genre en santé. Ben oui, la qualité des soins est importante, mais le bien-être des soignants fait aussi partie d'un des, pas un but, mais d'un pilier fondateur là, ou important, je dirais. Donc, ça me questionne, parce qu'on sait dans certaines études que ça ressort quand même comme un des facteurs de risque, l'intensification du travail, ça ressort, puis certaines études qualient sur l'intégration de l'IA. On voit ça quand même qu'il y a des gens qui trouvent que l'intégration de l'IA dans leur travail, ça l'a mené à juste devoir faire plus de travail de plus en plus vite. Oui. Donc, si c'est une façon que le système... je comprends que le système, présentement, on manque de médecins, on a un certain nombre de patients. Bon, ça va peut-être permettre d'en faire plus, mais est-ce que les docteurs, les médecins vont encore avoir un sens dans leur travail? Je trouve qu'il y a des questions comme ça qui sont importantes, peut-être pas dans le moment même, puis pour le soin aux patients cette journée-là, mais sur le long terme, qu'est-ce que ça veut dire sur le sens du travail, puis de façon durable, là, c'est ça pour les soignants aussi. Ouais, puis je fais un rapprochement avec c'est quoi que tu as dit juste un peu avant, là, Geneviève. Là, tu me donnes l'impression d'introduire une certaine société de performance qu'on a déjà dans qu'on reconnaît dans les mots que tu dis, avec le fait qu'on est dans une société qui a une certaine anxiété sur beaucoup de choses. On parle d'anxiété écologique, voire d'angoisse existentielle sur plein de sujets. On parle des élections américaines, etc. La chose du bas de tout bord, tout côté. Et là, en plus de ça, à l'intérieur de notre travail, on vient ressentir la pression de tout ce changement-là avec des outils qui nous permettent d'être encore plus performants, qui accélèrent. Donc, pour revenir à ma question tout à l'heure, c'est quoi qui accélère en ce moment? C'est-tu juste l'intelligence artificielle ou c'est aussi le besoin qu'on ressent d'être encore plus performant? C'est quoi qui est vraiment vécu par les gens? À toi, Geneviève. Oui, ben, je vais revenir aussi à ta question centrale qui était vraiment un médecin pour un patient. Là. Bon, je suis désolée, c'est obsolète. Alors, c'est plus, moi, je verrais davantage un professionnel de la santé ou un intervenant pour un patient, là, une personne, un usager. Parce que dans certaines situations, c'est peut-être une IPS qui est la meilleure infirmière praticienne spécialisée qui est le mieux adaptée à la situation. Des fois, c'est un travailleur social, des fois, c'est un psychologue, etc. Bref, c'est peut-être de revoir ça, mais quand même, je tiens à ce qu'il y ait effectivement peut-être une personne de référence pour tout ce qui est l'historique, etc., pour avoir à raconter encore son histoire. Là, c'est ce qui est épuisant dans certaines maladies.
Alors, ça, c'est un aspect. Puis, ben quand même, bon, l'avoir une intelligence artificielle là-dedans, ce que je me pose aussi comme question, parce que les médecins, en fait, dans leur formation, ils ont tous des critères quand même là, d'évaluation là, pour passer leur examen là, pour devenir médecin. Et ça inclut à certains moments des patients à l'intérieur de ça. Et je me demande, en fait, dans le développement, si on remplace par l'intelligence artificielle, dans le développement de cette intelligence artificielle-là, est-ce qu'on va avoir le même, un peu le même design, c'est-à-dire d'impliquer des patients à l'intérieur de ça, de ce développement de ces intelligences artificielles qui seraient spécialisées en médecine ou santé. Fait que c'est ça, je me pose cette question-là pour une visée un peu plus démocratique, puis de justice aussi en santé par rapport à ça. Fait que voilà, je me suis dit comment on va impliquer les citoyens là-dedans. Oui. Toi, Simon, tu oui, complètes un peu? Je vais rajouter un peu sur qu'est-ce que Simon a dit au niveau de la performance qui serait demandée aux professionnels de la santé. Pour moi, l'intelligence artificielle, ça vient s'ajouter. Ça doit être pour que le professionnel et le patient aient un moment de qualité supérieur. Cette notion-là doit être au cœur du développement puis de l'applicabilité de l'intelligence artificielle dans les services. Si c'est juste pour qu'ils puissent rencontrer plus de patients, que ça soit plus rapide, on va épuiser nos professionnels, puis c'est déjà quelque chose qui est en train d'arriver. Mais si c'est pour qu'ils puissent passer des moments de meilleure qualité avec eux, puis les aider à organiser leur horaire, puis avoir des standards de qualité qui considèrent aussi toute la fatigue émotionnelle que ça demande d'être en intervention sociale. La santé mentale étant mes conditions majeures pour la raison pourquoi je suis patient partenaire, amène beaucoup ça, mais ça vient avec un coût émotionnel. Un intervenant social, si on parle des intervenants qui agissent au niveau de la protection de la jeunesse, il y a un nombre maximum de personnes qu'ils peuvent rencontrer dans une journée. Puis des fois, ça va dépasser le nombre d'heures requis. Fait que si l'intelligence artificielle vient commencer à monitorer ça, on n'est pas dans la bonne direction. Mais si on place la qualité de l'intervention, là, pour moi, on est dans une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Fait que si on est capable de mettre des critères comme ça à l'intérieur de l'utilisation, puis qu'on considère ça, on va être sur la bonne voie. Mais si on y va en critère de on voit le plus de gens possible, on va aller dans le mur, puis c'est déjà un peu la direction dans laquelle on va. Fait que ça va dépendre vraiment de ces critères-là. Juste pour piquer, pour relancer un petit peu, on entend souvent, puis je suis tout à fait d'accord avec le fait qu'on entend aussi on va dire la dépréciation de la qualité des soins, mais on entend aussi le défi par rapport à la quantité de professionnels qui peut aider. Puis, je trouve que l'optique de diversifier, de ne pas considérer que le médecin seul peut répondre à un problème de santé, mais qu'il y a plusieurs personnes professionnelles de santé qui peuvent être plus adaptées pour certains problèmes. Reste que l'enjeu peut demeurer qu'il manque quand même du personnel. On est une population grandissante, c'est compliqué, c'est complexe. Donc, rapidement, d'une certaine manière, est-ce que ChatGPT, chez nous, à la maison, pourrait devenir un médecin? Est-ce que c'est une avenue ou c'est pas une avenue? J'ai l'impression que vous aviez peut-être un petit peu répondu, mais c'est quand même quelque chose qui était sous-jacent. Jusqu'à quel point on peut autoriser ou laisser aller une certaine automédicamentation, une utilisation de ChatGPT ou d'autres plateformes. Désolé, je ne veux pas prendre parti pour une compagnie, mais ce type d'outils-là à la maison et jusqu'à quel point ça peut aider, jusqu'à quel point ça peut être un petit peu plus néfaste. Oui, Dominique? C'est une avenue ou un risque. Là. Je dirais que c'est plutôt un risque à cette étape-ci. J'écoutais l'autre fois une entrevue avec le chef de produit là, chez OpenAI, justement, pour ne pas nommer la compagnie que tu ne voulais pas nommer, dont le nom m'échappe, là, mais on lui demandait c'est quoi les usages là, du modèle là, les plus surprenants là, auxquels tu ne t'attendais pas, en fait. Et il a dit c'est la quantité de personnes qui utilisent ChatGPT un peu comme un coach de vie. Là. Puis vous allez voir maintenant les applications, il y a même une fonction. Moi, j'utilise aussi Gemini. Là, je me prends d'une à l'autre pour voir les différences et tout, mais il y a vraiment une fonction coach de vie là, dans l'application. Il y a beaucoup de gens qui l'utilisent pour ça. C'est là où je vais en venir. Et il y en a déjà beaucoup aussi qui l'utilisent, je crois, un peu comme un genre de médecin personnel pour
poser des questions en matière de traitement et ce genre de choses-là. Donc, c'est plutôt quelque chose auquel il faut faire attention là, parce qu'il n'y a aucune raison de penser en ce moment que la technologie est suffisamment développée pour remplir ce rôle-là. Et on a eu des cas aussi où des robots conversationnels qui ont donné des indications, par exemple, à une personne comment se suicider, puis on en parlait hier, il y en a eu d'autres. Donc, il faut plutôt faire attention, je crois, là, à ce genre de risque-là. Puis si on s'en va vers la santé mentale, on peut même aller peut-être encore plus loin, de plus en plus, dans le sens qu'on peut utiliser ce type d'application-là pour aussi avoir des amis, avoir des amoureux, avoir une relation de vie purement virtuelle. On ne parle pas de jouer aux jeux vidéo avec des personnes de l'autre bord de la planète. On parle de parler avec un ordinateur spécifiquement ou uniquement, strictement, et donc de nouer une relation à long terme. Donc, quoi penser de tout ça? J'avoue que j'ai pas fait une analyse en profondeur des effets de ça là, dans la littérature, ce qui a été fait, mais clairement que le besoin de relations humaines est central. Là. Fait qu'après ça, à quel point les relations virtuelles ou par intelligence, avec des intelligences artificielles, des chatbots, à quel point ça peut remplacer l'entièreté d'une interaction humaine en termes de soutien social. Parce que, tu sais, je pense que le médecin ou le coach de vie à travers ChatGPT ou peu importe Gemini, je pense que oui, il y a la qualité déjà du contenu, des informations, plus le soutien informationnel, que là, il faut se questionner à savoir la qualité du contenu, mais je pense qu'après ça, il y a tout, tu sais, un médecin ou un intervenant, c'est plus que juste une source d'information. Il y a quand même généralement, on souhaite en tout cas qu'il y ait un échange de soutien plus social ou émotionnel dans certains cas, surtout en santé mentale, qui dépasse juste l'information. Puis peut-être, moi, j'ai l'impression que ça prendrait plus de recherche pour voir ce qui a été fait, mais que ce bout-là va rester manquant, en tout cas, pendant un bout de temps. Puis, tu sais, à quel point les personnes qui se tournent vers, par exemple, avoir une amoureuse sous la forme de ChatGPT, à quel point c'est pas des personnes qui ont déjà des enjeux de santé mentale, puis que ça va pas empirer ces enjeux-là, au lieu parce que, tu sais, le concept d'une personne en dépression, en partie, c'est l'isolement fait partie de la dépression, puis une façon de s'en sortir, c'est plate, mais c'est de faire des petites stratégies d'activation pour sortir. Fait que là, c'est un exemple pour dire que je me demande à quel point ça n'empire pas la problématique dans certains cas. Puis Geneviève, tu avais ouvert la porte dans ton autre commentaire, une autre réponse sur la diversification du personnel de soins. Est-ce que ChatGPT serait un allié ou à rajouter dans cette braquette-là, si on veut, de personnel de soins? C'est intéressant parce que c'est pas le niveau, je dirais, ChatGPT, là, puis je nommerai rien à l'heure actuelle parce que je suis pas sûre que tout est public, mais il y a déjà de l'intelligence artificielle pour filtrer des choses de nos besoins de santé au Québec, où ils vont le devenir prochainement. Alors, c'est pour ça que je ne sais pas si c'est public à l'heure actuelle, mais moi, ce que je demande aussi, c'est d'être transparent par rapport à ça. Si, là, c'est n'importe quoi que je dis là, mais si RVSQ, par exemple, Rendez-vous Santé Québec, ou peu importe, n'importe quel service, finalement, qu'on pourra avoir accès à des soins de santé ou prendre des rendez-vous, s'il y a une utilisation de l'intelligence artificielle, qu'ils nous le mentionnent. Pourquoi? C'est quoi, pourquoi ils l'ont utilisé? À quel point ça a des bénéfices? Puis d'avoir cette évaluation-là aussi, qu'est-ce que ça a donné d'avoir ajouté cette intelligence artificielle-là? Puis, en fait, c'est ça. Mon besoin, moi, je pense, en tant que citoyen, c'est d'être vraiment transparent par rapport à ça. Pourquoi ça a été utilisé, puis les filtres qui ont été utilisés, puis que ça soit adapté au Québec aussi. Il y a beaucoup de technologies qui nous sont imposées par l'extérieur, qu'il y a des manières de penser qui sont autres que peut-être nous ici au Québec. Fait que de l'adapter vraiment à nos particularités, par exemple québécoises. Bref, je reviens encore à ça, mais vraiment cette justice-là aussi par rapport à la santé, de s'assurer qu'on ne laisse personne derrière non plus, parce qu'on va les avoir mal orientés, parce qu'on a mal compris leurs besoins, par exemple, en santé. Fait que vraiment, cette transparence-là était vraiment essentielle selon moi.
En tout cas, tu ouvres la porte vers quelque chose moi, qui m'intéresse beaucoup. C'est un outil de pouvoir, puis un outil de contrôle de population. Il y a de la surveillance qui peut être facilement faite, de la compréhension de population, puis de la manipulation de population qui peut être faite. Puis ça va des deux côtés, dans le sens que ça peut être un beau flambeau à donner à la population, comme ça peut être un peu l'inverse si c'est donné entre d'autres mains. Simon, tu vas-tu dans ce sens-là aussi plus tard? Tantôt, tu avais parlé aussi de la qualité des soins, l'importance de la qualité des soins. ChatGPT, ou du moins ces applications-là, peuvent non seulement aider peut-être à diversifier, comme on a discuté, mais aussi peut-être augmenter ou améliorer l'interface client, comme on dit, ou du moins la capacité à être capable de bien interagir avec le milieu des soins. Oui, je pense que ça peut, je veux dire, l'utilisation de l'intelligence artificielle va pouvoir aider à mieux rentrer en interface, parce qu'une des choses qui est existante aussi, c'est la difficulté de communication sans tiers partie. Des fois, tu vas voir ton médecin, tu vas lui parler, mais les deux personnes ne vont pas se comprendre. Est-ce qu'une intelligence artificielle ou quelque chose pourrait aider à être en interface des fois? Il y a des services où il y a des professionnels qui vont avec le patient chez le médecin parce qu'ils ne sont pas capables de communiquer ensemble, même si la personne a un médecin de famille. Possiblement que ça va pouvoir aider la qualité des échanges. C'est pour ça qu'il faut l'intégrer au niveau de la formation aussi. Puis il faut reconfigurer comment on va former nos professionnels puis comment ils vont s'adapter. Le rôle des professionnels va être au niveau du contact humain de plus en plus. Autant pour les médecins, puis tout ce qui est travail social, ça en fait déjà partie, mais toutes les spécialisations, ça va être dans l'explication de ce qui va être fait. Il y a beaucoup de choses qui vont être automatisées. Je pense qu'on peut former notre monde pour qu'il explique, qu'il fasse le facteur humain. Puis tantôt, quand vous aviez parlé des amis artificiels ou des blondes chums artificiels, pour moi, ça peut être aussi un outil d'intervention pour un intervenant envers une personne qui a de la misère à rentrer en contact avec des gens. On va toujours avoir les deux côtés de la médaille. Avec l'intelligence artificielle, ça va juste exacerber ce qui existe déjà dans la société. On va avoir du positif comme du négatif. Après ça, c'est quel outil qu'on va se donner en tant que société pour que, c'est toujours ramener le cœur, pour que les patients, pour que les professionnels se sentent bien à l'intérieur de tout ça, puis qu'on ne soit pas axé uniquement sur la performance. Puis quand je parle de performance, c'est en termes de volumétrie principalement. Oui, absolument. La qualité va dépendre de la fonction à laquelle où on met l'intelligence artificielle. Puis j'ai parlé tantôt un petit peu plus de politique, de la dynamique, en fait, de l'usage, mes usages qu'on peut faire de ChatGPT, puis j'ai l'impression que je ne peux pas laisser la chose aller sans entendre ton commentaire, Dominique, là-dessus, plus en sciences politiques, philosophie politique. Qu'est-ce que tu en penses de l'instrumentalisation qui pourrait être faite là en ce moment, sans qu'on s'en rende compte de ces outils-là, peut-être pas au profit des populations, en fait, au profit de d'autres choses, etc.? Oui, tout à fait. Ça fait partie des risques là, de la technologie qu'on connaît, qu'il y a des enjeux de protection de la vie privée très évidents. C'est à ça que tu fais référence, en fait, avec ChatGPT, par exemple? Mais en fait, protection de la vie privée, mais même plus que ça, dans le sens que... de manipulation? Dans le sens qu'avec les us et coutumes qui sont mis de l'avant à l'intérieur de ces applications-là, si on ne sait pas qui utilise ces informations, puis à qui ces informations-là, oui, sont vendues, etc., mais après, qu'est-ce qui en est fait de l'interprétation de ça? On parle, par exemple, Cambridge Analytica, etc., là, sur la manipulation de grandes foules, sur des comportements, sur des trajectoires presque politiques de peuples, de civilisations. Oui, il y a deux choses à dire là-dessus. La première, au niveau de la protection de la vie privée, je pense avec le public qu'on a ici aujourd'hui, c'est des choses qu'on commence à connaître un peu mieux, comprendre un peu mieux, qui sont assimilées, mais il y a des gros enjeux de protection de la vie privée, évidemment, quand on interagit avec un robot conversationnel, mais aussi dans les données d'entraînement. OpenAI fait l'objet d'une poursuite du New York Times notamment et de d'autres institutions parce qu'ils considèrent que leurs données ont été utilisées comme injustement. Les articles, là, par exemple, publiés dans le New York Times, pour entraîner de robots conversationnels qu'on vend comme un produit ensuite, quand même en générant des marges de profit intéressantes. OpenAI n'est pas vraiment profitable encore, mais quand même, là, ils ont un flot de revenus qui intéresse de plus en plus. Donc, il y a
tous ces enjeux-là de respect de la vie privée. Maintenant, ça, c'était la première chose, là, je pense, qui est assez connue. L'autre chose qui est peut-être un peu moins connue, mais c'est quand on entraîne un modèle comme ça, en fait, on lui donne quand même une direction, là, quand vous interagissez avec le modèle. Le modèle brut, en fait, a été raffiné là, avec une technique là, qu'on appelle Reinforcement Learning with Human Feedback, donc apprentissage par renforcement avec rétroaction humaine, où on a demandé à des êtres humains de répondre à plein de questions, puis classer les réponses selon certains paramètres. Et ça, c'est utilisé pour raffiner, en fait, le modèle de base, qui ne donnerait pas les performances qu'on connaît aujourd'hui là, si on ne faisait pas ça. Mais ça, on peut donner une direction. Là. Puis à date, ce qu'on fait, c'est beaucoup classer les réponses selon leur caractère utile, agréable, ce genre de choses-là. Mais rien n'empêcherait de donner une autre direction. Là. Donc, par exemple, le nouveau modèle là, que la compagnie d'Elon Musk développe, le GROP, là, si je me souviens bien, ou GROC, ou un truc comme ça, bien, c'était justement ça l'idée, c'est qu'il trouvait qu'il y avait comme c'était trop woke là, pour utiliser les mots du moment là, pour lui. Donc, on essaie de donner une autre direction quand même au modèle. Là, on entend parler de DeepSeek, justement, là, le modèle de la compagnie chinoise qui donne des performances très intéressantes, mais qui est censuré. Donc, tout ça pour dire, on peut donner des directions là, idéologiques à un modèle. Donc, c'est bien possible, malheureusement, que ça se fasse dans le futur. Et l'espèce de pression à toujours développer les trucs le plus vite possible, d'être les premiers pour pouvoir dire qu'on est les premiers à l'avoir fait, parce que c'est ça qui fait augmenter la valeur de notre action et ce genre de choses-là, bien, ça fait en sorte qu'on ne prend vraiment pas le temps là, de faire tous ces contrôles-là et ces vérifications-là qui seraient nécessaires avant de déployer des modèles à grande échelle. Donc, c'est un enjeu important, je pense, oui. Ouais, puis en plus, là, vu que tu as mentionné l'annotation, pensez aussi à toute l'information qui doit être vue et annotée. Hein. Il y a des informations qu'on voudrait que personne voit, mais il y a effectivement des personnes qui les voient puis qui les annotent. Puis ça en fait, entraîne des jobs qui ne sont pas très, très intéressantes à avoir. Mais, donc, un autre type d'exploitation qui apparaît avec l'intelligence artificielle. On en arrive vers le mot de fin. Pour en arriver vers ce mot de fin-là, j'aimerais ça vous donner quand même la parole, donc de ne pas monopoliser le micro, de vous laisser en fait un petit 30 secondes de dire, parce que il y a quand même une belle balance dans notre panel, là, des gens qui ont été là tout le long du colloque, du congrès. Vous avez présenté. Donc, faire peut-être un take-home message, donc un message de fin qui synthétise peut-être pas juste votre partie, qui essaie d'embrasser un petit peu plus largement la vision que vous sentez que vous portez à l'intérieur du congrès, du colloque. Donc, un petit 30 secondes chacun. On peut commencer par la fin. Ouais, bonne idée. On va pas faire toujours la même chose. Effectivement, je peux y aller. Ça va être relativement simple. Là. Mon message est le même. C'est de ramener le cœur à l'intérieur de tout ça, puis pour qui qu'on va l'utiliser, l'intelligence artificielle. Mais dans les discussions qu'on vient juste d'avoir, ça m'a fait réfléchir sur le fait qu'on ne va pas avoir tant de pouvoir d'encadrement sur les grandes compagnies qui vont mettre en place l'intelligence artificielle, puis qui vont mettre, je veux dire, la structure, puis la game est déjà jouée d'une certaine façon. Donc, on a un pouvoir, c'est sur l'éducation de la population. Comment, en tant que citoyen, on peut s'informer, puis comment on peut bien utiliser les intelligences artificielles dans le milieu de la santé, comment que les professionnels devraient l'utiliser, mais même au niveau du secondaire puis du primaire, commencer immédiatement à développer le sens critique de notre jeunesse puis à leur utilisation de ces outils-là. Je pense que c'est la seule façon qu'on a d'avoir un minimum de contrôle, d'avoir une utilisation qui va être plus saine que malsaine de l'intelligence artificielle. Donc, Tu vois, moi, je ne suis pas 100% d'accord. Je pense qu'il faut mieux les encadrer. Là. Je pense qu'il faut juste un courage politique là, pour vraiment encadrer les grandes puissances comme ça. Je ne dis pas que c'est facile, là, mais je pense qu'il faut se mettre ensemble, plusieurs nations ensemble, d'y arriver, puis d'avoir un certain blocus là, par rapport à tout ça. Pourquoi? Ben, c'est parce que je pense que c'est vraiment nos démocraties, en fait, qu'il faut vraiment, en fait, soutenir nos démocraties de ce côté-là. Puis la démocratie, c'est pas juste un vote aux 4-5 ans, peu importe les pays, là. C'est vraiment aussi dans le quotidien, c'est vraiment de s'impliquer en tant que citoyen dans tout ce développement-là. Les commissions parlementaires, l'implication vraiment dans le milieu, là, peut-être plus micro là, et méso, mais il faut le voir de manière plus large, puis que les citoyens s'impliquent à l'intérieur de ça, ils se sentent concernés.
J'ai malheureusement pas pu être là tout au long là, hier, j'étais pas là, mais moi je trouve qu'un truc, puis c'est peut-être plus pour les chercheurs, je dirais aussi de chercheurs puis les gens intéressés par l'interface entre IA et santé, euh, d'arriver avec une vision de la santé qui est peut-être plus globale ou holistique, qui va autant dans du continuum de prévention, action en santé publique, jusqu'aux aspects traitement curatifs. Puis en considérant les dimensions sociales, environnementales aussi, qui pour moi font partie de la santé, dans une vision, l'approche une seule santé. Donc, tu sais, oui, je trouve que dans les aspects cliniques, il y a des choses vraiment importantes à faire attention et à considérer, mais au point de vue aussi santé publique, aussi de considérer plus les dimensions sociales, je pense que c'est quelque chose quand même qui est à faire encore, à mon avis. Mais moi, je dirais, je vais emprunter certains de tes mots, mais je dirais c'est ça, il faut beaucoup plus mieux encadrer qu'accélérer l'usage de l'IA. Puis je rajouterais une autre chose aussi. Moi, j'ai l'impression, là, la dernière décennie, en fait, là, a été beaucoup plus une décennie où dans le système de santé, le type de technologie qu'on a intégré, là, c'est des technologies d'information relativement de base, là, comme peut-être les montres intelligentes, les téléphones intelligents. Et c'est plutôt ces technologies-là qui, en ce moment, là, ont le potentiel de créer des changements importants et peut-être de nous aider, mais ils amènent aussi leurs risques et ce genre de choses-là. C'est plutôt ce genre de technologie-là, j'ai l'impression qu'on est en train d'intégrer dans le système de santé, là. Donc, il faut faire très attention devant les promesses et les discours sur l'IA. Peut-être qu'un jour, il y aura des décennies où c'est vraiment l'IA qui va amener des changements majeurs et importants. Mais là, la dernière décennie, je pense que c'est plus une décennie des technologies d'information, de nos bonnes vieilles technologies de l'information, en fait. Bien, j'aimerais ça vous remercier énormément pour cette discussion, pour dire un petit mot de fin, revenir sur Juste avant, peut-être. En fait, on a quand même 15 minutes pour un mot de clôture. Moi, je n'ai pas 15 minutes à vous parler. Fait que j'aurais peut-être voulu qu'on ouvre peut-être la possibilité à 2 ou 3 questions. Oui, pour le public. Alors, très bonne idée. Voilà. Oui, merci beaucoup de m'autoriser en plus. J'ai un autobus à prendre, mais moi, j'étais comme... Mais je vous quitte. Mais... C'est toute une sortie, là. Ça va difficile de faire mieux que ça. Non, mais je pensais que... Excuse-moi, j'aurais dû te le dire avant. Et puis là, moi, je voyais le chronomètre là, puis je commençais à stresser. Là. Ça flashait. Bye, Simon, bon retour. Oui, ben donc, en fait, extraordinaire de pouvoir avoir du temps pour prendre vos perspectives, puis aussi d'interagir avec nos panélistes. Est-ce qu'il y aurait des gens dans la salle qui auraient de vives commentaires et questions? Oui, on a-tu les micros? Moi, je peux. Ah. Exact. Ah oui, on avait toutes les ressources ici, le micro. Bonjour et merci à tous pour cet excellent... Oui, ma question est relative à la monétisation de l'intelligence artificielle. Comme professionnel de la santé, moi je m'aperçois aujourd'hui que les coûts des plateaux techniques ont explosé. Mais ce n'est pas de beaucoup, c'est de énormément. Notamment parce que l'industrie, qui n'est absolument pas philanthropique, va vous expliquer que l'intelligence artificielle est obligatoire aujourd'hui pour faire notre travail. Et on se retrouve que les promesses qui nous ont été faites d'aller plus vite, d'améliorer la qualité, elles n'y sont pas. Cependant, on est comme otage de cette technologie. Comment pensez-vous que, devant l'explosion du coût des soins, pouvons-nous faire aujourd'hui concrètement pour répondre à cette problématique? Que l'IA, certes, est très intéressante, mais comme soignants, on est des moneymakers pour les entrepreneurs qui, eux, nous délivrent l'intelligence artificielle. C'est quoi votre opinion? Bien, à savoir si cette dynamique-là, moi, je pense que ce dont vous parlez là, effectivement, c'est une dynamique moi, qui n'est pas un spécialiste quand même du système de la santé, j'ai l'impression d'observer également. Donc, il faut faire très, très attention. C'est pour ça qu'il faut un peu ralentir. Je pense qu'il faut mieux encadrer. Il faut qu'il y ait un cadre législatif, mais pas que ça.
C'est intéressant de souligner que dans le domaine de l'IA, il y a un phénomène un petit peu particulier qui s'est produit, là, parce qu'à une certaine époque, disons autour des années 2015, il y a beaucoup d'acteurs qui se sont quand même rendus compte du potentiel très important de la technologie, puis son potentiel perturbateur. Et là, il y a eu une espèce de mouvement où on s'est tourné vers le cadre d'éthique comme solution pour mieux encadrer la technologie. Et là, il y a des centaines, voire des milliers ou des dizaines de milliers de cadres éthiques là, en éthique de l'IA qui ont été développés à l'échelle internationale. C'est un peu particulier à l'IA, en fait, parce qu'on a eu d'autres technologies là, perturbatrices par le passé. Génie génétique, bon, à une certaine époque, on parlait des nanotech. La grosse technologie qui nous faisait tous peur hein, au début des années 2000, c'était l'Internet et le World Wide Web. Là. Mais donc, il y en a eu d'autres technologies perturbatrices, mais ce phénomène-là de cadre en éthique de l'IA, il a été vraiment marqué. Donc là, on en a eu des milliers là, de cadres en éthique de l'IA. C'est intéressant, je pense, parce que ça peut initier quand même une réflexion et on met nos énergies dans la bonne direction. Mais maintenant, ce qui est nécessaire aussi, je pense, d'aller plus loin puis avoir vraiment des formes de réglementation là, qui sont plus fermes, en fait, et pas attendre que l'industrie s'auto-réglemente, évidemment. Mais on voit que c'est quand même assez difficile là, pour toutes sortes de raisons. Mais moi, je pense que c'est des choses qui sont importantes, en fait, là, qu'on encadre beaucoup mieux l'usage de la technologie, justement. Oui. Fait que j'entends que vous êtes un peu prisonnier, effectivement, des compagnies. C'est vrai, tu sais. Puis, je pense qu'il y a certains, quand même, professionnels qui avaient un besoin, soit des dossiers médicaux ou des dossiers électroniques, des prises de rendez-vous un peu plus informatisées. Bon, je pense qu'il y avait quand même un certain besoin. Après, on s'en est peut-être fait imposer aussi, là, mais il y avait un certain besoin. Puis, ben, je me mets à leur place. Ils font comme, bon, qu'est-ce qui est disponible? Ben, c'est des compagnies privées. Fait que l'administration publique, l'État est un peu en retard par rapport à ça. Là, en fait, souvent, l'État rattrape un peu, là, justement, des dossiers santé numérique, des prises de rendez-vous qui étaient dans le privé avant, partiellement transférées dans le public. Fait qu'on est un peu à la remorque. Fait que ça arrive un peu tard parce qu'effectivement, ben, vous êtes sollicité par des compagnies privées qui vous imposent effectivement leur manière de faire, des fois même qui restent propriétaires des données. Là. On a eu plusieurs... en tout cas, ça a fait les manchettes là, il y a quelques années. Fait qu'effectivement, malheureusement, on est un peu à la remorque de eux. Et ce qui est malheureux aussi, c'est d'avoir tant épuré l'administration publique. Là, on cherche souvent avec les fonctionnaires et tout, mais quand même, l'administration publique, elle a été tellement épurée qu'on n'a même plus de spécialistes en technologie de l'information pour même recevoir finalement ces appels d'offres, en fait, pour bien les évaluer. Fait qu'on est un peu mal pris. À la fois, on n'a plus l'expertise à l'interne pour le faire. OK, peut-être, mais on n'a même plus l'expertise même pour évaluer aussi finement, aussi bien ce qui est proposé finalement pour le développer au public, malheureusement. Là, fait qu'on est un peu pogné. Merci. Je reviens vers le professeur Dominique Martin. Professeur, je voulais t'entendre. Est-ce que tu es pessimiste ou optimiste en l'IA? Parce que tantôt tu disais, il faut encadrer, pas accélérer l'usage de l'IA en santé, mais restons pratiques parce que nous sommes dans une société en pleine mutation rapide. L'IA pourrait nous donner toutes ces opportunités qu'on a discutées pendant ces 2 jours, compte tenu des problèmes et des besoins de santé des populations liés au changement climatique, liés à notre sédentarité au regard de notre mode de travail, liés à notre alimentation, les OGM, et j'en passe. Est-ce que si nous n'accélérons pas, est-ce que nous n'allons pas être en retard par rapport aux besoins de santé des populations? En plus de cela, tu as nommé tantôt DeepSeek, c'est concurrent à l'OpenAI américain. Il y a tous ces grands patrons qui mettent de l'argent, on dirait que c'est une concurrence. Comment vous vous situez entre ces 2 perspectives? Est-ce que de l'optimisme, du pessimisme ou comment? Merci. Oui, bien, merci pour la question. Bien, moi, je dirais que je suis plutôt optimiste, honnêtement, dans le sens où
Moi, j'aime la technologie. Là, je pense qu'elle peut vraiment nous apporter des choses positives. Là, puis je crois dans la technologie. Mon travail de chercheur, quand même, m'amène à problématiser ces enjeux-là, puis à vouloir aussi bien comprendre quand on fait des promesses, quand il y a des risques d'écart, des risques de débordement. Donc, c'est pour ça que dans mes interventions, je parle beaucoup de ce genre de choses-là, parce que je pense que c'est ce qu'on devrait comprendre mieux. Maintenant, globalement, je suis assez optimiste, en fait. Et je suis d'autant plus optimiste parce que je trouve quand même que la prise de conscience collective avec des activités comme on a aujourd'hui, ou le colloque en général, ou ce que fait le VIA, ou plein d'autres organisations, en fait, fait en sorte qu'aujourd'hui, en 2025, on a quand même une vraiment meilleure compréhension, je trouve, des risques et des enjeux liés à la technologie. On est beaucoup moins naïf là, qu'on l'était il y a 10 ans de cela. Donc ça me rend quand même très optimiste aussi. Maintenant, est-ce qu'à court terme, je pense que l'IA va régler les problèmes systémiques auxquels on fait face dans le système de santé au Québec? Là, je vous dirais non. Par contre, vraiment, je ne pense pas que la solution est là. Elle n'est pas évidente. Je ne sais pas exactement c'est quoi la solution, mais je ne crois vraiment pas que c'est en développant l'IA, qu'on va régler ces problèmes-là à court terme. Voilà. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur votre degré d'optimisme ou de pessimisme. La seule chose que je rajouterais à ce que tu viens juste de dire, c'est que l'IA va faire partie des solutions, mais ce n'est pas la solution, puis il faut arrêter de voir ça comme ça. Ça va être un outil, on va travailler avec, ça ne doit pas devenir la solution. C'est comme en santé mentale, il faut que tu fasses de l'activité physique pour bien aller, mais des fois, tu n'as pas assez d'énergie pour faire de l'activité physique, ou que tu vas inclure des molécules puis des médicaments. Puis le médicament, lui seul non plus, ne va pas faire la job. C'est une solution. Fait qu'il y a plusieurs. Il faut arrêter de penser qu'il y a juste une solution. L'IA fait partie des solutions, mais on ne doit jamais entièrement se reposer là-dessus. C'est la seule chose que j'avais ajoutée. Merci à tous nos panélistes pour ce fabuleux panel. Et donc, c'est maintenant le moment de la clôture. Alors, je tiens vraiment à remercier tous nos panélistes, Antoine pour cette belle animation, tous nos présentateurs et les lauréats que nous avons eus pendant ces 2 jours de colloque. Vous, chers auditoires aussi, pour votre présence, participation et votre intérêt. On espère que vous avez trouvé ça très stimulant. Et on tient également à vous dire que tous les résumés seront encore disponibles sur le site de l'Obvia pour les prochaines semaines. Et puis, les affiches gagnantes également seront publiées sur le site de l'Obvia. Et puis, je tiens finalement à remercier l'Obvia, l'Axe Santé Durable, le RRSPQ, donc tout particulièrement Marianne, Martin, Marie-Pierre pour l'organisation de ce colloque. L'Obvia aussi, là, je sais qu'il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées. Et puis le HEC aussi pour les bourses d'espace. On a été bien logés pendant ces 2 jours. Donc, un grand merci à tout le monde et vraiment au plaisir de vous revoir pour la prochaine.